Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle série de vidéos euh, consacrée à la science. Alors, on laisse un peu tomber les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que, comme disait Albert Einstein, rappelle-toi toujours que la science est un jeu. Et il a tout à fait raison. Et la science, si on l'aborde en fait de ce point de vue-là, eh bien c'est facile. Je vous assure que c'est facile, mais il ne faut pas se mettre de limites. Et si on ne se met pas de limite dans la tête, eh bien, vous allez voir que les choses logiques en fait apparaissent. Et il n'y a rien d'insurmontable. Et donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer, à travers un exemple particulier ici, qui va être qui vient de l'électronique en fait, hein, qui est un chapitre que vous pourriez retrouver en terminale spécialité ou en première année de prépa. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir. Sur les circuits RC, quand j'ai tout vous expliqué, c'est-à-dire, je ne vais pas laisser de zone d'ombre, je vais vraiment vous montrer tout l'ensemble. La théorie mathématique qui soutient cette théorie, les circuits RC, que sont les équations différentielles. Je vous montrerai aussi des exemples en Python. Enfin, on fera ensemble des programmes en Python pour illustrer un peu tout ça, faire des graphiques. Et bien sûr, on va dans la physique elle-même, en électronique elle-même, on va bien sûr regarder la charge, la décharge des condensateurs dans différentes situations. Et donc je vais vous montrer en fait un peu tout ça et vous verrez que il faut pas cloisonner en fait les choses. Il faut se laisser vraiment porter par ses idées. Quand il y a un truc qu'on ne saisit pas, ben, il faut aller le chercher. Voyez. Et vous allez voir que votre skill il va augmenter d'un coup en fait. Et surtout pas de limite. Voilà, ne mettez pas de limite dans votre tête parce qu'en fait les seules limites qu'il y a dans votre tête, c'est celles que vous y mettrez vous-même. Voilà. Et ça c'est très important de l'avoir compris. Et j'espère vous donner ma passion personnelle, hein, qui est de justement chercher à comprendre tout l'univers qui nous entoure, mais pas que l'univers des sciences, hein, puisque je m'intéresse aussi à l'histoire ou à l'archéologie ou à d'autres choses. Hein. Et, mais voilà, il faut se dire qu'on est capable, parce que si on se dit qu'on est capable, eh bien ça libère une très grande partie en fait de sa propre réflexion. Et vous allez voir que c'est fantastique. Je vais vous inviter à prendre des notes sur ce que je vais vous dire, puisque je vais écrire en fait sur une feuille, vous allez voir, tout le cours, que je vais dérouler devant vous, comme si j'étais en fait un peu, vous voyez, assis à côté de vous, et que je vous expliquais les choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo, et j'y répondrai avec un immense plaisir. N'hésitez pas à encourager aussi cette chaîne, abonnez-vous, et il y en aura beaucoup d'autres. N'hésitez pas à suggérer des thèmes. Moi j'ai plein d'idées bien sûr, mais si vous avez les vôtres, on peut aussi les aborder. Au contraire, même moi ça m'obligera peut-être à creuser des choses que je connais moins. Et donc je pense que ça va être très intéressant. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous accueille ici. Et j'espère aussi que vous aurez le même plaisir à regarder le déroulement de ce cours. Et j'espère aussi sincèrement que cela vous aidera pour votre baccalauréat, pour les élèves de terminale, et pour vos concours, pour les élèves de prépa. Voilà, voilà. Eh bien, je vous propose de commencer maintenant. Voilà, donc je vais commencer ici. Je vous propose de prendre donc des notes sur ce que je vais écrire ici. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler aujourd'hui des systèmes électriques que l'on appelle donc capacitifs.
Alors, quand on parle de système électrique capacitif, il faut aborder tout de suite la notion de ce qu'on appelle le comportement capacitif. Alors, je vais marquer ici. Donc le comportement capacitif. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le comportement capacitif veut quelque chose. Ça correspond, donc le comportement, il correspond à... Ça correspond à l'accumulation en fait de charges électriques. L'accumulation de charges électriques ces charges électriques sont forcément de signes opposés, donc forcément plus et moins, d'accord, sur des surfaces conductrices. Je vais vous faire un dessin juste après, vous allez tout de suite comprendre, sur des surfaces conductrices. Et ces surfaces ne sont pas n'importe comment, elles sont en regard l'une de l'autre, puisqu'il faut que les charges aient une interaction entre elles. Donc en regard l'une de l'autre. Donc on regarde l'une de l'autre. Et entre les deux, on veut qu'il y ait une interaction, une influence électrostatique, mais on ne veut pas qu'il y ait migration des charges d'une surface à l'autre. Et donc il faut qu'entre les deux, il y ait un isolant. Donc surface conductrice, donc on regarde l'une de l'autre, ici, donc séparées par un isolant. Alors, l'isolant dans les condensateurs, c'est de l'air, de la céramique, etc. Dans les petits mots de vocabulaire, c'est que les surfaces qui sont conductrices, les deux surfaces conductrices en fait, elles portent un nom, on appelle ça les armatures du condensateur. Donc ça on peut le marquer par contre. Donc les deux surfaces conductrices sont les armatures, je vais l'écrire en vert, sont les armatures du condensateur. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi concrètement? Je vous fais un petit schéma. Hop, allez. Concrètement, comment ça se présente? Vous avez vos armatures ici qui sont forcément des conducteurs. Traditionnellement, c'est du métal. Ça peut être du cuivre ou autre chose. Je vais dessiner à 3 dimensions ici pour que ce soit plus joli. Hop, tac, tac. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? Tac. Tac. Donc, j'ai mes deux armatures ici. Il faut voir vraiment à 3 dimensions ici. J'ai ici des fils électriques. Hop, hop, ici, qui vont donc être capables d'acheminer les électrons. Et nous avons ici, je vais dessiner en vert. Donc, vous voyez, on a ici donc notre... Je vais dessiner comme ça plutôt. Hop. Tac. Et celui-là. Voilà, ici, je ne sais pas si cavalière ici avec ça. Et donc, on a ici, à l'intérieur, donc ici, vous voyez, tout en volume ici, nous avons ce qu'on a l'isolant. Et l'isolant porte un nom, ce qu'on appelle un diélectrique. J'expliquerai éventuellement diélectrique après ceci. Donc c'est ici, concrètement, c'est notre isolant.
Donc, attention, ça veut dire, on va y revenir juste après, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir, puisqu'on a un isolant ici, vous n'avez pas d'électrons qui peuvent circuler d'un endroit à l'autre. D'accord? Ils peuvent circuler dans les fils, mais certainement pas à l'intérieur de l'isolant. Puisque par définition d'un isolant, les électrons ne sont pas libres. D'accord? On a ici donc un condensateur. Ici, il est de forme cubique, mais il y a des condensateurs type cylindrique ou autre, hein, où simplement les surfaces en regard donc, sont deux cylindres qui sont l'un en regard de l'autre de manière concentrique. Alors sur un condensateur, on indique souvent deux choses. Donc quand vous les achetez, hein, vous pouvez regarder sur la boîte ou directement sur le corps du condensateur, sont indiqués. Alors, première chose, il y a ce qu'on appelle sa capacité. Donc la capacité, donc la capacité qui est en farad et que l'on note avec un F majuscule. D'accord? Et est indiqué aussi ce qu'on appelle la tension de claquage. La tension de claquage. La tension de claquage qui est en volts. Bon, cette tension de claquage, en fait, elle est liée au diélectrique parce que plus la tension va augmenter, plus malgré tout, les charges électriques vont pouvoir à un moment donné passer à l'intérieur de l'isolant et abîmer même carrément l'isolant. Donc votre condensateur est grillé en général. Donc c'est la tension donc, à laquelle il ne faut pas dépasser la charge du condensateur, sinon il est grillé. Quel est le symbole d'un condensateur? Donc là, attention, quand on va dessiner le symbole, on va être assez rigoureux sur les traits, puisqu'on a deux traits ici qui sont verticaux, mais qui ont exactement la même taille. Alors attention, parce que dans les piles électriques, vous savez qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, et donc il faut que ce soit très clair. Ici, c'est bien symétrique, vous voyez ici. Et on peut indiquer ici, excusez-moi, le nom des bornes, par exemple A et B ici. Donc des bornes, voilà. Et en fait, ce sont donc bien sûr c'est un dipôle ici, mais les armatures en fait s'appellent A et B aussi du coup. Voilà. Voilà. Que dire de plus? Eh bien donc le condensateur, il a un effet dit capacitif, c'est-à-dire donc la propriété de pouvoir accumuler des charges électriques dès l'instant où il est soumis à une tension électrique non nulle. Cette tension électrique viendra d'un autre appareil, donc souvent c'est du générateur. D'accord? Donc ça on peut l'indiquer ici, donc un condensateur donc a un effet capacitif. Donc encore une fois, capable d'accumuler des charges électriques, lorsqu'il est soumis à une tension électrique non nulle. Non nulle. Attention à l'orthographe. Donc, dès qu'on est là, on peut introduire quelque chose. Pourquoi? Parce que si justement le condensateur il peut accumuler des charges électriques, ça veut donc dire que nous avons des variations de charges électriques. Or, par définition, une variation de charge électrique est liée à un déplacement, puisque les charges électriques ne peuvent pas tomber du ciel, donc elles viennent de quelque part. Et donc on a un déplacement de charge électrique. Par définition, c'est ce qu'on appelle donc un courant électrique, et on peut mesurer donc son intensité. Et donc l'intensité du courant est
liée à la variation de ces fameuses charges électriques. Et donc on a la première relation qui est absolument fondamentale, qui est celle-ci. On a donc I égale dQ sur dt. Je vais expliquer pour ceux qui ont du mal avec ça, avec les maths, ce que ça signifie concrètement. Hop. Donc on a I égale dQ sur dt. On va juste déjà dire ce que c'est. Et ensuite, on va préciser pas mal de choses. Donc, où I est l'intensité du courant en un point du circuit. Donc bien sûr, cette relation I égale dQ sur dt n'est pas vraie que pour le condensateur, elle est vraie pour n'importe quel courant électrique, hein, puisque donc un courant électrique qui se déplace, ce sont des variations de charge entre d'un point à un autre. D'accord. Ça permet d'introduire ici des notations, qui sont les notations standards de l'électricité. Quand les lettres sont minuscules, par définition, c'est que on imagine que les grandeurs varient dans le temps, ou qu'elles peuvent varier dans le temps. Donc I égale en fait ici I de t. C'est une fonction donc qui dépend du temps. D'accord. Et I est en ampères. Comme tous les courants électriques. Ampères que l'on note grand A. D'accord. dQ sur dt, c'est quoi? C'est la variation de charge électrique. Q étant donc ici la valeur de la charge électrique qui varie dans le temps. La valeur de la charge électrique est donnée en coulombs dans le système international. Remarquez donc bien que ici, comme je l'ai mis en minuscule, Q en fait dépend du temps. D'accord? Donc on a ici, Q qui est égal en fait à Q de t. D'accord? Sinon, si Q ne dépend pas du temps, dQ sur dt égale 0. D'accord? Ce qui n'est pas très intéressant. Donc on a Q de t ici donc qui représente donc la valeur des charges électriques donc qui représente la valeur des charges électriques ici qui se déplacent. Et c'est en coulomb, donc en coulomb que l'on note grand C. D'accord? Je rappelle que ici nous sommes sur une notation qui est mathématique ici, puisqu'on a une notation dite différentielle. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, dQ, c'est égal en fait à Q2 moins Q1, et dt, c'est égal à T2 moins T1. Idéalement, donc en maths, vous savez qu'on fait tendre delta dt vers 0, d'accord? Donc la variation temporelle est très très faible, et donc la variation de charge aussi est très faible. Et donc on a la notion dite de dérivée, d'accord? Donc on y reviendra si vous avez besoin de ça. Voilà. Et donc, petite remarque simplement ici. Je vais vous la faire sur notre feuille. Petite remarque. Mais on y reviendra plus en détail après. Mais donc, lorsque le courant entre par une des armatures, cette armature prend la valeur plus Q et l'autre prend la valeur moins Q. Donc, ce sont des conventions ici que je vais redétailler un petit peu après. Parce qu'en fait, c'est la partie qu'on passe souvent sous silence et qui fait qu'en fait, on bricole plus qu'on ne fait les choses. Donc là, j'ai plus Q, moins Q, à la condition que le courant ici entre de ce côté-là. Donc si le courant entre par ce côté-là, eh bien, l'armature porte la charge plus Q et celle qui est de l'autre côté, moins Q. Alors, je voudrais que l'on voit donc
la relation qu'il y a entre, donc on a dit un système capacitif, hein, donc un condensateur devient un système capacitif dès l'instant où la tension électrique qu'on applique à ces bornes est non nulle. Donc c'est qu'il y a une relation entre les deux. Donc j'aimerais que l'on regarde la relation. Donc la relation entre la charge et la tension du condensateur. Alors, quelle est cette relation? C'est très simple. On a donc la charge Q, donc qui est portée par une armature. Eh bien, est directement proportionnelle à la tension qu'on applique entre les bornes du condensateur. Est proportionnelle à la tension UAB, je vais mettre ici UAB, entre les bornes du condensateur. Alors, ça paraît logique, ici, plus vous allez mettre de tension électrique, plus vous avez la possibilité d'accumuler des charges. Et donc, plus UAB est grand, et bien plus les charges vont s'accumuler. Donc, la relation est très simple ici. Alors, très simple, oui et non. On verra que cette notation qui est ici, elle est sujette à quelques variations de signes que je vous expliquerai juste après. Mais concrètement, de toute façon, on a Q égale, ici, C fois UAB. U, la tension du condensateur. Alors, n'apprenez jamais des formules comme ça. Vous ne pourrez jamais l'utiliser. Il faut comprendre ce que ça signifie concrètement. Ici, donc, ce truc-là, c'est quoi? C'est la valeur de la charge électrique portée par l'armature grand A, ici, si, comme on l'a dit tout à l'heure, ici, si le courant entre par la borne A. Et ici, donc, qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est la capacité du condensateur en farad. Bon. Ne laissez pas les termes comme ça. Pourquoi? Parce que, une fois que j'ai dit que la capacité, c'est la capacité, super, c'est la capacité de quoi concrètement? Vous voyez? Concrètement, c'est la capacité pour le condensateur à accumuler des charges sur la plaque. Ça veut donc dire que les charges vont arriver sur la plaque électrique, ici, d'accord, et elles vont s'accumuler dessus. Vous voyez bien qu'il y a un moment donné où elles n'auront plus de place. Ou bien, il y a un moment donné où, du fait des effets de répulsion, on va le voir juste après, je vais vous faire un dessin, elles ne peuvent plus arriver sur la plaque. Et donc, la capacité du condensateur est limitée par sa géométrie. Et donc, on peut marquer ici, donc, concrètement, donc, ce que ça représente. Hein, donc, cela représente la capacité à emmagasiner
donc les charges sur ces armatures. Et donc ça dépend de deux choses. Cela dépend déjà de la taille des armatures. Donc de la taille des armatures. D'accord? Et ça dépend aussi de la distance entre les armatures. Parce que je vous rappelle que malgré le fait qu'il y ait un isolant entre les deux armatures, bien sûr, il y a une influence électrostatique entre les armatures elles-mêmes. Et cette influence sera d'autant plus grande que les armatures sont très proches et elles seront d'autant plus faibles que les armatures sont très loin. Donc cela dépend donc de ceci, et bien sûr, malgré tout, cela dépend indirectement aussi de la qualité de l'isolant, en fait. Et donc ça dépend du diélectrique, et il y a une constante qui permet de caractériser ce diélectrique, qui s'appelle sa permittivité, et qu'on note par une lettre grecque qui s'appelle epsilon. D'accord ? On y reviendra un peu après aussi. Donc ça dépend de la permittivité epsilon du diélectrique. Je rappelle que le diélectrique, en fait, c'est l'isolant. D'accord ? Alors, concrètement, donc, qu'est-ce que c'est que ce diélectrique? On peut le rajouter ici, si on veut. La permittivité, donc, ça c'est quoi? Donc, la permittivité, ici, c'est la capacité que va avoir le milieu à réagir au champ électrique. Il y a des milieux qui vont se laisser plus ou moins traverser par les champs électriques, et puis d'autres qui vont limiter énormément l'influence du champ électrique, justement. Et donc, cette permittivité donc, influencera grandement en fait, les capacités du condensateur. Donc, permittivité, c'est quoi ici? Donc, c'est la capacité pour un milieu. Alors, plutôt que mettre capacité, je vais enlever ce mot parce qu'on aurait l'impression qu'il va faire référence à la capacité du condensateur, ce qui n'est pas le cas. C'est la possibilité pour un milieu. C'est la possibilité pour un milieu de réagir au champ électrique. Et donc, quelque part, de limiter l'influence entre les armatures. Et donc, de limiter les influences entre les armatures. J'écris tout en bas, c'est pas bon. Donc voilà, vous avez des molécules par exemple qui réagissent énormément au champ électrique et donc qui vont absorber carrément le champ électrique. Vous voyez. Donc il y a plein de situations qui sont possibles ici, donc qui peuvent changer la permittivité du milieu. Et donc on a la chose suivante ici. On a donc la capacité du condensateur qui peut se calculer de manière géométrique. Donc epsilon, la permittivité du diélectrique, multipliée par S sur E. Attention, encore une fois, ce n'est pas la peine d'apprendre cette formule par cœur comme ça si vous ne savez pas à quoi correspondent chacun des termes et si vous ne savez pas non plus quelles sont les unités de chacun des termes. D'accord ? Donc ça, c'est la capacité en farad, qu'on a dit. D'accord ? Ça, c'est la permittivité du diélectrique.
en, donc c'est en farad, ici, par mètre. Donc que l'on note m puissance moins 1, je vous rappelle, hein, puisque m puissance moins 1, c'est équivalent à 1 sur m, et donc c'est bien des farads par mètre, divisé par les mètres. S, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est la surface des armatures. Hein. On avait dit que ça correspondait aux dimensions des armatures, que la capacité dépendait des dimensions des armatures. Donc voilà. Donc là, c'est la surface des armatures. Et ceci est en mètres carrés. Attention donc, il faut être capable de faire les conversions de mètres carrés en centimètres carrés, etc. sans se tromper. On y reviendra plus tard. Et E, c'est quoi? C'est l'épaisseur de l'isolant. Voilà. C'est-à-dire donc en même temps la distance entre les armatures, hein, en mètres. Et donc ça correspond aussi, hein, puisque s'il est très épais, les armatures sont plus loin. Hein. Donc voilà, donc c'est la distance aussi donc hein, entre les armatures. En mètres, voilà. D'accord. Donc en fait concrètement, qu'est-ce qu'on a hein? On a notre condensateur qui est comme ceci. On a la surface ici des armatures. En toute rigueur, c'est la surface en regard des armatures. Si vous en avez une immense ici et une petite, on fera juste la surface en regard des deux, celle qui se chevauche. D'accord. On a le E qui est donc de là à là. D'accord. Et le diélectrique, son influence donc est liée, sa caractéristique est liée par sa permittivité. Voilà, comme ça va permettre de débroussailler un tout petit peu l'ensemble ici. Et on n'a pas fini, pardon, il y a encore ici, qu'est-ce que c'est que U ici? Donc U, c'est la tension électrique. Donc c'est la tension hein, aux bornes du condensateur en volts. D'accord. On va revenir sur les signes ici, parce qu'il y a un problème avec ça, qu'on passe souvent sous silence, mais une fois sur deux, en fait, on n'a pas le bon signe, et donc c'est très compliqué. Donc ici, il y a un signe moins ou pas qui traîne dans cette formule, et je vais vous montrer comment on trouve ce signe moins, justement. Et c'est des conventions, mais qu'il faut connaître, et sinon vous bricolerez toujours en électronique, et ça n'ira pas. Voilà, maintenant que nous avons commencé à semer quelques idées, il est temps de commencer à voir comment elles s'articulent en vrai, concrètement dans le circuit. Et donc, ce que je voudrais ici, c'est que l'on, pas à pas en fait, eh bien, nous voyons comment le condensateur peut se charger. Alors, je vais passer ici, à nouveau. Changer de feutre, je vais prendre des feutres plus fins. Alors, la question qu'on peut se poser, donc, c'est comment le condensateur peut-il se charger? Alors, tout d'abord, un petit rappel, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je préfère juste le redire au cas où. Petit rappel. Donc, entre les armatures, il y a un isolant. Ça, c'est la première chose. Et donc, le courant ne traverse pas, je le mets vraiment en majuscule, parce que vous allez voir que il y a un petit truc qui est caché derrière ça. Ne traverse pas
ou même jamais en fait, ne traverse jamais, hein, ne traverse jamais le condensateur. Jamais. Alors c'est étrange parce que dans les petites classes, on a vu que quand le circuit était ouvert, le courant ne circule pas. Et donc, c'est étrange. Si on branche le condensateur dans un circuit, du coup, il devrait jamais rien se passer. Donc, il y a un petit truc qui ne va pas. Vous voyez? Et c'est ça que l'on va voir donc ensemble. Concrètement, on va faire donc plusieurs étapes. On va tout faire au ralenti. Plusieurs étapes. Première petite chose ici, on va déjà parler de l'état initial. C'est-à-dire donc comment c'est lorsqu'on fait les branchements immédiatement. Donc, l'état initial. De quoi on part en fait? D'accord? Eh bien, nous démarrons un petit circuit très simple, dans lequel donc je vais mettre un générateur et un condensateur. Hop. Et je mets un générateur, je mets un condensateur, pardon. Tac, ici. Alors on peut mettre la résistance R ici, bon ça va pas nous aider, ça va pas changer grand chose hein, sur le raisonnement ici. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est un circuit RC, donc c'est un circuit avec une résistance R et un condensateur de capacité C. Et ici, je vais mettre eh bien, un générateur dont la tension entre ces bornes, ici, disons qu'elle est constante. Remarquez qu'elle est constante. Dans la notation ici, hein, elle est de valeur E. Traditionnellement, c'est E, par exemple 8 volts, hein, E égale 8 volts. Hein. Mais vous voyez, j'ai mis E majuscule, puisque ce sont bien des constantes. Et par exemple, disons que la borne moins est ici, et que la borne plus est ici. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe donc dans la réalité dès le début. Je vais juste nommer ici les bornes de l'appareil A et B hein, ici. Et donc les charges qui vont s'accumuler éventuellement porteront la valeur QA et ici elles porteront la valeur QB. Bon, mais puisque c'est l'état initial et que notre condensateur de toute façon n'est pas chargé, il n'y a rien de spécial, hein, il est juste mis dans le circuit comme ça. J'ai donc pour le moment, il n'y a pas de question à se poser, QA égale 0 coulomb et QB égale 0 coulomb. Alors attention, c'est un truc tout bête, mais il y a beaucoup de C en fait dans l'histoire. Hein. Il y a capacité, condensateur et coulomb. D'accord? Donc il faut bien faire attention à ce qu'on écrit simplement et quand on le lit. D'accord? Pas de confusion particulière. Alors, c'est là où l'histoire commence à être intéressante. Nous avons ce qu'on appelle, dès qu'on a branché, il se passe quelque chose. C'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Ce régime transitoire, il est lié au fait que les électrons sont chargés négativement. D'accord? Donc les électrons, hein, eux, ils portent une charge négative. D'accord? Et donc, eux, les électrons qui sont dans tous les conducteurs, en particulier dans les fils par exemple, les fils électriques qui sont là, eux, ils sont influencés donc par d'autres charges électriques. Les charges négatives repoussent les charges négatives, et les charges positives attirent les charges négatives. Et donc très clairement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les électrons qui sont ici, ils sont repoussés par la borne moins. D'accord? Et dans les conducteurs, vous savez que les électrons sont dits libres, donc ils peuvent se déplacer comme ils veulent. D'accord? Donc là, ils subissent très très fortement donc, la répulsion de la borne moins. Et donc, ils sont repoussés, ils sont repoussés, ils sont repoussés, et puis bon, ils arrivent au dernier endroit où ils sont repoussés, c'est-à-dire sur la borne, ici B, et donc QB ici va représenter donc eh bien, la valeur de toutes les charges électriques des électrons qui sont déplacés. Donc QB ici, vous voyez, il est négatif, puisque il reçoit toutes les charges électriques. D'accord? Donc marquez ici déjà ce qui s'est passé, donc pardon, les électrons, donc repoussés par la borne moins du générateur. Donc les électrons repoussés par la borne moins du générateur donc s'accumulent
donc s'accumule sur ce qu'on appelle l'armature B. D'accord? Donc s'accumule sur l'armature B. Et le fait qu'il soit repoussé comme ça porte un nom, vous avez sans doute déjà vu, ça s'appelle l'influence électrostatique. Donc le phénomène qui fait cela, hein, c'est par donc influence électrostatique. Par influence électrostatique. Donc autrement dit, hein, la borne moins influence les charges négatives qui sont dans le circuit. D'accord? Et donc la première chose que l'on a, donc c'est ceci. On a donc nos armatures qui sont là. Hop, hop. Là on a B, là on a A. D'accord? Et on commence à avoir donc des électrons qui s'accumulent donc ici tranquillement sur la borne moins. D'accord? Je vais dessiner un truc ici pour qu'on soit très très clair. Regardez, ici je dessine une flèche avec des moins. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est la réalité. Les charges électriques se déplacent. C'est donc bien un courant électrique. Même s'il y a un isolant ici, il y a un courant électrique qui commence à apparaître. D'accord? On a ici QB négatif, hein, puisque les charges électriques, chaque électron importe une charge de moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord? Et donc il s'accumule, donc ici, le QB ici est négatif. D'accord? Attention, il y a un phénomène qui se passe exactement dans le même temps que celui-ci. C'est de l'autre côté, du côté de la borne plus. D'accord? Donc attention, c'est dans le même temps. Il se passe ici. Hein. Dans le même temps, les interactions, hein, sont toujours simultanées. D'accord? Donc dans le même temps, qu'est-ce qu'on a? On a un autre phénomène, c'est que les électrons qui sont dans l'armature, qui sont ici, du côté A, donc les électrons libres, hein, du métal, qui sont ici, eux, il y a deux choses. Ceux qui sont là, ils sont repoussés par les électrons qui sont là. Pourquoi? Parce que comme c'est la borne moins, les moins repoussent les moins, et donc eux, ils ont tendance à partir par là. Donc ils ont tendance à partir par là, les électrons qui sont de ce côté-là, qui sont sur la plaque, et puis ceux qui sont dans les fils, là, ils ont tendance à partir par là, et de toute façon, non seulement ils partent par là, mais de toute façon, ils sont attirés par la borne de plus. Et donc les deux phénomènes, ici, poussent dans le même sens. D'accord? Donc dans le même temps, les électrons de l'armature A sont repoussés par l'armature donc B, d'accord, et en plus, hein, est attiré par la borne plus du générateur. Donc attention, je dessine donc le phénomène sur un autre schéma, et bien sûr, donc l'histoire se passe simultanément avec le premier. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de charges moins. D'accord? Et ici, donc, eh bien, les charges moins qui sont ici, eh bien, elles ont tendance, elles, à donc être repoussées. Et donc, on a à nouveau ceci. Et donc, vous voyez bien l'histoire. Si je reprends ce schéma-là, on a donc un courant électrique qui s'établit par ici et un courant électrique qui s'établit par ici. Même si ici, il y a un isolant. D'accord? Aucune importance, cet isolant. Ici, le courant électrique passe comme ceci. D'accord? Au passage, j'ai fait une petite aparté, mais c'est pour ceux qui se poseraient la question. Mais là, en fait, quand j'ai un interrupteur qui est ouvert, du coup, est-ce que c'est pas la même chose qui se passe? Eh bien oui, c'est la même chose qui se passe. En fait, les interrupteurs, en fait, hein, sont des mini condensateurs.
Alors cela dit, le phénomène est beaucoup plus faible que celui-ci. Alors d'abord, on est en régime transitoire ici, vous allez voir que le régime transitoire, en fait, il dure que quelques fractions de secondes. Et puis, il faut dire un truc aussi, c'est que la distance entre les armatures d'un interrupteur, quand il est ouvert, est relativement importante par rapport à celle des condensateurs. Et puis, la permittivité de l'air donc, est aussi... fait aussi que la capacité en fait du condensateur en fait est très très faible, de l'interrupteur est très faible. Donc ce sont de très mauvais condensateurs en fait. Voilà. Mais malgré tout, c'est pour ça que dans les maisons, on peut pas non plus s'amuser à mettre il faut que les interrupteurs soient adaptés parce que la tension électrique dans les maisons est importante, déjà 230 volts entre les bornes de l'interrupteur et voilà. Et ça serait pas une grande idée de garder les mêmes interrupteurs si la tension électrique était encore plus élevée. D'accord ? Donc voilà, c'est un pur détail simplement, mais c'est pour vous dire que bien sûr, en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées pour nous dans l'électricité de la vie de tous les jours, mais dans la réalité, il faudrait tenir compte de tous ces phénomènes. Bon, je passe sous silence un peu plus cette partie-là, mais c'est une partie qui est assez intéressante malgré tout, qui est très concrète, quand les tensions électriques deviennent très élevées. Voilà, donc pour l'instant on a ceci, le courant électrique est établi, et donc il y a des charges qui se déplacent dans le circuit, il y a donc du courant électrique dans le circuit, et donc I est différent de 0. Et puis il arrive un petit truc qui va s'appeler le régime stationnaire, c'est qu'à un moment donné, il y a un phénomène qui se passe. Stationnaire. Et ce phénomène qui se passe, c'est la suivante. C'est que vous voyez que ici, hop, les charges moins qui commencent à s'accumuler là, très bien, mais les électrons qui sont là, eux, ils sont repoussés par la borne moins du générateur, mais à un moment donné, ici, il y en a tellement qui se sont accumulés des électrons, qu'ils commencent à lutter aussi pour empêcher ceux qui sont là d'arriver. Et donc, voilà ce qui se passe en fait, c'est que plus la différence de charge entre QA et QB augmente, c'est-à-dire donc plus il y a d'accumulation de charge d'un côté et de moins en moins de l'autre, ici. Alors j'ai pas marqué d'ailleurs ici, j'aurais dû le modéliser, c'est ce que je voulais marquer tout à l'heure, soit je voulais prendre ça. Donc on commence à avoir des charges plus ici qui apparaissent. Alors attention, ici en électricité, les charges plus qui apparaissent ici, ici ça correspond en fait donc à un défaut de charge moins. D'accord ? Donc on les note plus ici, parce que donc les électrons étant partis, on découvre des charges positives qui sont sur cette borne, sur l'armature ici. Les charges positives en fait proviennent concrètement en fait quand on fait le bilan des charges, c'est les protons des noyaux des atomes que l'on commence à ressentir en fait. Donc plus la différence entre QA et QB augmente, plus il devient difficile à de nouveaux électrons donc plus il devient difficile à de nouveaux électrons de s'accumuler sur les armatures du condensateur. On a donc le phénomène suivant en fait. On a donc ceci. On a notre condensateur qui présente un excès d'électrons de ce côté-là, un défaut d'électrons de ce côté-là, d'accord ? Et on a de nouveaux électrons qui voudraient bien arriver, qui sont là, mais ils commencent à se heurter donc tout simplement à ceux-là qui les empêchent de venir et qui commencent à vouloir les repousser. Et donc on dit ici que l'armature qui est ici, en fait, elle est en train
Et donc le condensateur lui-même est en train ici de s'opposer à ce qu'on appelle la force électromotrice du générateur, puisque le générateur lui il pousse les électrons d'un côté et puis lui il empêche finalement, il empêche d'arriver à un moment donné. Et donc on arrive ici en régime stationnaire, puisqu'à un moment donné ça va s'équilibrer ces deux forces, d'accord, à la fois la force de répulsion de la borne moins du générateur et celle de la borne moins du condensateur, d'accord. Et donc ici ainsi le condensateur eh bien, il s'oppose à la FEM, c'est-à-dire donc la force électromotrice du générateur. Et donc ici, on a donc, ici, ça repousse ici les nouveaux électrons. Ici, ça repousse les nouveaux électrons. Hop. D'accord avec ça? Et donc, qu'est-ce que l'on remarque? C'est qu'à un moment donné, donc, puisque les deux forces se compensent, eh bien, en régime stationnaire, l'intensité du courant dans le circuit devient nulle. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, en régime stationnaire, I égale 0. Et donc, ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête parce que ça vous aidera à savoir si vous avez bien fait vos équations différentielles un peu plus tard. Normalement, dans vos équations différentielles, si elles sont bien formées, et donc si la solution est correcte, et bien lorsque le condensateur est chargé complètement, normalement, il se comporte comme un interrupteur ouvert, c'est-à-dire que I égale 0, il n'y a plus de courant qui circule nulle part. D'accord ? Donc I égale 0, le condensateur donc une fois chargé, se comporte comme un interrupteur ouvert. Voilà, et donc ça me permet de vous dessiner, je prends une feuille supplémentaire, ça me permet de vous dessiner eh bien, l'allure des graphiques que l'on devrait donc obtenir, vous voyez, d'un point de vue ici, juste par l'intuition. Bien sûr, on va les voir donc après, juste après ça, on va voir mathématiquement comment est-ce qu'on les obtient, mais concrètement, voilà ce qu'on devrait obtenir. Donc, juste reprendre ici. Donc, on a. Et donc, on devrait avoir la chose suivante. Si je fais le graphique de la tension aux bornes du condensateur, d'accord, donc UAB ici, qui est la tension aux bornes du condensateur, en fonction du temps, d'accord, et je fais le graphique de l'intensité du courant dans le circuit en fonction du temps, eh bien on va avoir deux graphes différents. Alors j'ai dit ici un petit truc qu'il faut, je ne sais pas si vous l'avez noté, j'ai dit la tension au bord du condensateur et j'ai pas dit l'intensité du courant qui traverse le condensateur. Alors d'abord, qui traverse le condensateur, il n'y a pas d'intensité qui traverse le condensateur, puisque il n'y a pas d'intensité qui passe, il n'y a pas de courant qui passe dans le diélectrique, d'accord, première chose. Et deuxième chose, je parle de I ici, l'intensité du courant, sans préciser vraiment pourquoi, on le remettra un peu plus tard, et parce que je vous rappelle, nous sommes ici dans un montage en série, d'accord, les appareils sont donc branchés dans une seule boucle, d'accord, et je vous rappelle la loi d'unicité de l'intensité, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en chaque point du circuit, d'accord. Donc c'est pour ça que je n'ai pas précisé où était vraiment l'intensité, à quel endroit je mesurais l'intensité du courant ici, puisque de toute façon c'est censé être la même partout dans tout le circuit, d'accord.
Pourquoi c'est la même dans tout le circuit, hein, je vous dis juste pourquoi, hein, pour qu'on ait bien compris, c'est que l'intensité est le reflet des déplacements des charges. Or, s'il n'y a qu'une seule boucle de courant, les charges ne peuvent pas partir dans différentes branches du circuit. Elles ne peuvent rester que dans la seule branche que dans la seule boucle du circuit qui existe. D'accord ? Donc, il n'y a pas de bifurcation possible. Donc, c'est un peu comme l'eau en fait qui circule. Hein. Pardon. Ici, elle n'a qu'une seule, une seule direction possible et un seul tuyau possible. Donc, de toute façon, l'intensité est donc conservée partout, dans tous les endroits du circuit. D'accord ? Alors, ici, donc, c'est la tension aux bornes du condensateur. D'accord ? Et donc, il y a un moment donné où, vous avez vu, les charges, je vais reprendre le petit dessin ici. Pardon, c'est pas celui-là. Hop. Il y a un moment où les charges s'accumulent ici. Et donc, puisque on a exactement la force électromotrice qui est contrebalancée par celui-ci, eh bien, il est logique que aux bornes du condensateur, une fois qu'il est complètement chargé, eh bien, il a lui-même la même tension que le générateur. D'accord ? Et donc, ici, je vais dessiner des pointillés, ici. Et cette valeur-là est très particulière, donc c'est la tension, eh bien, aux bornes du générateur. C'est la même que celle du générateur. Donc, E, c'est la tension, c'est la valeur de la tension aux bornes du générateur. Et donc, on s'attend à quelque chose de ce style-là. La tension électrique, au fur et à mesure que ça s'accumule, donc, hein, je vous rappelle que c'est pas instantané, donc on a le régime transitoire ici. Hein. Donc, la tension électrique ici augmente au cours du temps, ici, puis à un moment donné, eh bien, voilà, ça stagne ici, ça ne pourra pas aller plus loin, puisque de toute façon, les charges électriques, les nouveaux électrons sont repoussés par la matière du condensateur. Et donc ici, on a celui-là ici. On a le régime dit stationnaire ici. On a le régime stationnaire. Donc qui est atteint à partir d'une certaine période. Hein. Et ici, donc avant ceci, donc ici, on a le régime transitoire qui est là en fait. On a le régime transitoire ici. D'accord ? Qu'est-ce que l'on a pour l'intensité du courant ? Eh bien, à la fin, lorsqu'on est en régime stationnaire, on a vu que le courant ne pouvait plus circuler puisque tous les électrons sont à la fois attirés et repoussés avec la même force. Donc ici, le courant s'arrête. D'accord ? Et donc, enfin, ici, lorsqu'on est en régime donc stationnaire, eh bien, donc, l'intensité du courant doit valoir 0. D'accord ? Et donc, le courant au début est très très fort, puisqu'il y a plein d'électrons qui sont repoussés par les bornes de la pile du générateur. Donc, hop, ils y vont. Et puis, de plus en plus, eh bien, ça s'accumule sur les armatures. Et donc, de plus en plus, eh bien, l'intensité diminue au cours du temps. Et puis, donc, à un moment donné, ça chute complètement et on arrive à I égale 0. D'accord ? Donc, ici, on est en régime, ici, donc, stationnaire. Et donc du coup ici on est en régime transitoire. Et donc si vous n'avez pas bien encore compris cette partie-là ici, pourquoi c'est comme ça, je vous invite à revenir donc sur la partie juste avant ici, pour bien revoir cette partie-là ici, bien comprendre ce qui se passe très concrètement. Et comme ça, après, une fois qu'on l'a bien compris, l'intérêt c'est quoi ? C'est que après ça devient évident quand on regarde les circuits, on dit bah oui, il va se passer telle ou telle chose à cause de ça, d'accord, à cause de ce phénomène. D'accord. Donc voilà. Voilà, donc on a terminé la première partie de cette vidéo qui était donc plus phénoménologique. Et donc je vous invite à aller voir la deuxième partie juste après, j'imagine, vous cliquez sur
sur la partie là à côté dans YouTube. Et vous aurez donc la deuxième partie qui sera donc beaucoup plus mathématique du coup, puisque on va modéliser donc les circuits et on va parler donc des conventions en électricité et on va parler de l'aspect mathématique avec les équations différentielles. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé et puis à bientôt, à tout de suite peut-être. Bye bye.